Merci, Madame la Présidente, honorable assistance. Donc, on m'a demandé de traiter cette question, la conduite à tenir devant une hématémèse chez l'enfant. Je peux avoir les diapos? Donc, en guise d'introduction, je peux dire que c'est une urgence pédiatrique fréquente. Donc, on est souvent appelé aux urgences pour voir un enfant qui est venu pour une hémorragie digestive, en particulier haute. Est-ce que c'est une urgence vitale? Oui, oui, non. Donc, le pronostic vital en pédiatrie, il est rarement mis en jeu, parce que les situations les plus fréquentes, heureusement, sont des pathologies plus ou moins bénignes, mais une hématémèse, une hémorragie digestive haute, peut révéler une pathologie grave. Et la récidive, parfois, il est imprévisible et peut être cataclysmique, d'où la nécessité de prise en charge de cet enfant, donc en particulier une hospitalisation avec une surveillance pour évaluer ce symptôme-là et évaluer la récidive, et rechercher l'étiologie. Commençons par quelques définitions. Donc là, on parle des hémorragies digestives hautes. Donc, il s'agit d'un saignement en amont de l'angle de tresse, donc la définition habituelle, et l'origine de ce saignement dans ce cas-là, soit c'est au niveau de l'œsophage, soit au niveau de l'estomac ou de duodénum. L'hémorragie digestive haute, elle s'exprime en particulier, essentiellement par l'hématémèse, donc le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est le rejet de sang rouge, ou parfois noirâtre, parfois brunâtre, ça dépend de son séjour au niveau de l'estomac, par la bouche, ou parfois par le nez lors d'un effort de vomissement. Voilà un petit peu la définition de l'hématémèse. Cette hémorragie digestive haute peut se manifester avec des mélénas. C'est quoi? C'est l'émission par l'anus de sang noirâtre, soit isolé, soit mélangé avec des sels. Et bien sûr, la première chose qu'il faut faire devant ce symptôme-là, c'est d'écarter certains diagnostics différentiels qui peuvent prêter à confusion avec l'hématémèse. Et chez le tout petit, parfois, c'est difficile. Donc, en particulier, il faut écarter une hémoptysie chez l'enfant un petit peu plus âgé, le contexte clinique, l'atout. Donc, l'épistaxis déglutée, parfois, c'est très difficile de faire la part. Souvent, donc, c'est après avoir fait un examen endoscopique, on va le voir, les gingivomorragies, les vomissements teintés par les aliments, donc de l'intérêt d'un interrogatoire pour voir un petit peu la prise de certains aliments qui teintent un petit peu, donc avec des couleurs particulières, ou bien la présence de sang. La première des choses, quand on reçoit ces malades, c'est d'évaluer la gravité. Donc, on a un syndrome hémorragique, donc l'hématémèse. L'évaluation de la gravité n'est pas toujours facile. Puisque quand on essaye de se baser sur la quantité de sang perdu, c'est une notion souvent surestimée. Quand on demande à la maman combien un grand verre est souvent surestimé parce que le sang fait peur aux parents. Est-ce qu'on peut se baser sur le retentissement hémodynamique? Dans la phase initiale, c'est très difficile. On n'a pas un retentissement immédiat, donc il faut se méfier. Quand il y a l'association d'hématémèse et méléna, souvent parce que c'est un saignement qui est abondant, ou bien qui est chronique. Donc les saignements occultes chroniques donc, peuvent se manifester également par une hématémèse de petite abondance associée à des mélénas. Le taux d'hémoglobine et d'hématocrite, il est sous-estimé en initial, donc d'où la nécessité d'une surveillance et peut-être de refaire en fonction du contexte ces examens-là biologiques. Parfois, on a besoin de mettre l'enfant en condition, donc qu'on a appris tous, donc une bonne voie veineuse ou bien carrément deux en cas de collapsus, de scoper le malade, de le surveiller et de le mettre parfois même dans une unité de soins intensifs quand il s'agit d'une hémorragie très abondante. Mise en place d'une sonde nasogastrique et on peut même démarrer un traitement symptomatique et probabiliste au départ. Et puis, le bilan étiologique, c'est la triade, c'est l'interrogatoire, c'est très important, l'examen clinique, et puis l'endoscopie, le code standard pour le diagnostic étiologique, et pour même parfois des gestes thérapeutiques quand c'est nécessaire. Donc cette approche diagnostique et thérapeutique, elle est dirigée par certaines règles d'or
La première, toute hémorragie digestive peut révéler une pathologie grave. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce symptôme-là. Pourquoi je le dis? Parce que dans la prise en charge, surtout par les jeunes internes, les gens résidents au cours de la garde, ils reçoivent le malade, ils le ramènent à l'unité d'endoscopie et puis on trouve une petite œsophagite ou bien parfois rien. Donc il va dire que c'est un symptôme qui est bénin. Non, donc toute hémorragie peut révéler une pathologie grave, ça reste toujours un symptôme sérieux. Il peut récidiver de façon imprévisible et cataclysmique, comme je l'ai dit, donc ça nécessite une surveillance, même une hospitalisation. Cette approche diagnostique passe par ces 4 questions, donc logiques. D'un diagnostic positif, on se pose la question, s'agit-il d'une hémorragie? L'évaluation de la gravité, le diagnostic de gravité, combien de sang a été perdu? Le diagnostic topographique est-elle d'origine digestive? C'est l'endoscopie et le diagnostic idéologique. Donc ces 2 questions, c'est l'endoscopie qui vient répondre à ces 2 questions. Donc on va faire quelques observations pour illustrer un petit peu certaines situations. Donc on commence par cette observation de cet enfant-là, Amine, âgé de 5 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier. Il se présente pour hématémèse, donc il s'agit de sang rouge vif. Depuis 2 jours, la maman dit que depuis 2 jours, il commence à vomir de sang. De grande abondance, il n'y a pas de méléna. L'examen clinique, il a quand même une pâleur cutanée muqueuse, donc le saignement, donc il a un retentissement. Pas d'hépatosplenomégalie, donc systématique, recherchée donc dans le cadre d'une orientation théologique. Pas d'autres saignements, pas d'angiome, donc l'examen clinique, rien de particulier. Donc à quoi on pense? Donc, vous avez ici, on passe en revue certaines étiologies, l'œsophagite, la gastrite, l'ulcère gastro-duodénal, troubles de la coagulation, rupture du varus œsophagien, les angiomes, etc. Donc la liste est longue, donc on essaye, mais en fonction de l'orientation étiologique selon le contexte. Donc, puisqu'il y a une pâleur importante, donc on essaye d'évaluer un petit peu ce retentissement-là. L'hémoglobine est à 5 grammes. C'est une anémie normochromocytaire, c'est moins d'un saignement aigu. C'est un enfant qui a nécessité une transfusion par du globulaire. Les plaquettes, c'est-à-dire l'hémostase, donc il n'y a pas de trouble d'hémostase, les plaquettes normales, le TP, le TCA. Le reste du bilan hépatique, rien à signaler. Donc, une fois l'enfant a été transfusé, mais en conditions stabilisées, on fait une fibroscopie œsogastro-duodénale qui revient normale. Donc, c'est des situations qui existent. Donc, au cours de l'examen endoscopique, c'est vrai, donc on introduit le fibroscope sous le contrôle de la vie, mais l'exploration, la bonne exploration, on les fait en retrait. Donc c'est toujours comme ça. Donc cet enfant-là, on a fait l'examen endoscopique, on n'a rien trouvé au niveau du duodénum, au niveau de l'estomac, au niveau de l'œsophage. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une fibroscopie gastro-duodénale normale? Donc à la sortie, on trouve un objet noirâtre qui se prolonge au niveau du rhinopharynx. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Donc Madame Mohan, la sensu, voilà, effectivement. Ça illustre un petit peu donc, une cause qui n'est pas d'origine digestive, donc qui peut se manifester par une hématémèse. Parfois, il y a 3 semaines, on avait un cas presque identique, mais le diagnostic n'est pas le même. Donc, c'est un nourrisson donc, qui se présente avec des hématémèses importantes, qui a nécessité des transfusions. On fait l'examen et au cours de retrait, donc, j'ai trouvé un polype amygdalien. Donc, on a complété par un examen ORL, effectivement, c'était un polype amygdalien qui a nécessité une amygdalectomie. Voilà, donc pour vous dire que l'examen endoscopique normal, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut savoir demander l'examen, parce que nous, les gastro, les endoscopistes digestifs, on explore mal la partie haute. Donc message, hématémèse. Donc, il faut revenir à un bon interrogatoire, un examen clinique. Et en cas d'hématémèse
avec fibroscopie normale. Donc, il faut rechercher s'il y a une épistaxis déglutée. Et chez le tout petit, le nouveau-né, surtout le petit nourrisson, il faut examiner le sein de la maman. Donc, il peut s'agir de sang dégluté parce que la maman il a une crevasse de sein. Et ne pas oublier de rechercher les troubles de Grasse. Une deuxième observation, c'est Hassan, âgé de 6 ans, sans antécédent particulier. Il se présente pour hématémèse de grande abondance, associé à une méléna. Dans l'interrogatoire, il n'y a pas de prise d'ANS, ni de corticoïdes, donc on le cherche systématiquement. Il n'y a pas de fièvre, pas d'épigastralgie. L'examen clinique, il y a une pâleur cationiqueuse, pas d'hépatosplénomégalie, pas d'angine périphérique, pas d'autres saignements. Donc, on fait une fibroscopie, on trouve des varices œsophagiens très importantes, stade 3-4, donc avec des grosses varices œsophagiens qui obstruent la lumière œsophagienne, donc qui ont nécessité un geste thérapeutique qui est la ligature endoscopique des varices œsophagiens. La particularité de cette observation, donc on est devant des varices œsophagiens sans hépatosplénomégalie, donc ça n'exclut pas le diagnostic d'une HTP. On a complété par une imagerie, en particulier l'échographie, l'échodoppler, et qui a mis en évidence le cavernon portal. Donc le diagnostic d'HTP, il est possible, même en l'absence d'hépatosplénomégalie. Le cavernon porte, donc souvent il est découvert à la suite d'une hémorragie digestive. C'est comme ça qu'on découvre ces malades-là. La troisième observation, Ali, âgé de 7 ans, donc il est venu pour une demande de fibroscopie œsogastrodionale parce qu'il a une hématémèse sur douleur épigastrique. Donc on fait une fibroscopie, on tombe sur cet aspect particulier de la gastrite nodulaire donc, au niveau antral et même avec un ulcère bulbaire. Donc on complète cet examen endoscopique avec des biopsies et bien sûr à la recherche d'Helicobacter pylori qui donne l'aspect endoscopique qu'on a là, elle est pathognomonique. Et bien sûr, c'est un enfant qui nécessite une prise en charge et un traitement spécialisé. Voilà donc les principales causes des hémorragies digestives chez l'enfant. Donc je vous ai mis ici les causes œsophagiennes et les causes gastro-duodénales. Les causes œsophagiennes les plus fréquentes dans notre contexte, c'est l'œsophagie peptique dans le cadre d'un reflux gastro-œsophagien compliqué, un syndrome de Mallory-Weiss. C'est quoi ce malheur? Donc c'est des lésions longitudinales au niveau de cardia, donc dans le cadre d'un effort de vomissement important. Souvent, les qualifiés de modérés, moi, on a une observation d'un syndrome de Mallory-Weiss, donc qui s'est présenté sous forme d'un saignement important chez une fille qui a démarré son syndrome de vomissement cyclique. On sait que c'est des vomissements qui sont incoercibles, importants, donc à tel point que cette patiente-là s'est présentée avec une hémorragie pour dire foudroyante qui a nécessité des transfusions. La rupture des varices œsophagiens et les causes gastro-duodénales, les gastrites qui viennent en premier et dont l'étiologie la plus fréquente, c'est l'Helicobacter pylori. Les gastrites hémorragiques dans des contextes particuliers, à la suite parfois virale. Les ulcères qui sont rares donc, en population pédiatrique, dans le cadre d'une prise de ANS, mais surtout dans le cadre d'une infection à Helicobacter pylori. Une quatrième observation, nourrisson de 9 mois donc, qui a des vomissements chroniques. Il est traité par des antiémétiques pris de temps en temps. Il a fait 3 épisodes d'hématémèse, donc à 2 à 7 mois et à 9 mois. Donc il se présente avec une pâleur cutanémuqueuse, hypotrophie. Je crois que vous avez le diagnostic. Donc on fait une fibroscopie gastro-duodénale qui montre une œsophagie peptique, stade 2-3, donc avec des ulcérations, des fausses membranes, avec une tendance à la sténose. C'est la complication redoutable de reflux gastro-œsophagien compliqué qui n'est pas bien pris en charge. Donc voilà un autre aspect endoscopique d'une sténose peptique dans le cadre de reflux gastro-œsophagien compliqué. C'est vrai, actuellement on voit de moins en moins. Après, donc, avec une bonne prise en charge de reflux gastro-œsophagien et surtout l'utilisation assez excessive. C'est vrai, donc on a assisté hier à la présentation du professeur Tahir donc, sur les IPP.
Donc, c'est vrai, les EPP ont des effets indésirables, mais quand même, on a constaté qu'il y a quand même une réduction des complications peptiques de reflux gastro-œsophagien. Donc, chez le nourrisson, voilà, donc les causes les plus fréquentes, c'est l'œsophagite peptique, c'est des ulcérations médicamenteuses. On peut même évoquer donc, une allergie aux protéines de lait de vache et les causes rares, les gastrites à cet âge-là, le mal au revers et les varices œsophagiens chez les tout petits, donc c'est rare. Voilà un petit peu le profil épidémiologique dans notre contexte. C'est un travail qu'on avait réalisé, il est un petit peu ancien, 7 ans, donc presque 300 cas. La cause la plus fréquente, c'est la gastrite, les œsophagites peptiques. La fibro peut revenir normale, les varices œsophagiens et puis des causes, des étiologies un petit peu rares. En période néonatale, c'est un petit peu particulier. Donc, les causes les plus habituelles, il y a cette entité un petit peu particulière chez le nouveau-né, c'est les œsogastroduodénite du nouveau-né. L'entérocolite ulcéro-nécrosante, pourquoi je l'ai mis ici? Donc, surtout, c'est méléna, c'est rectorragie, mais on peut avoir, quand même dans certaines situations, une hématémèse. Les lésions traumatiques dans des services de néonat, donc à cause de la sonde gastrique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'évoquer certaines causes, bien que rares, mais peut-être douteuses, redoutables, parfois maladies hémorragiques et certaines malformations, et le sang maternel déglutier qu'il faut rechercher, examiner la maman, et les ulcérations de stress chez le nouveau-né hospitalisé en réanimation néonatale. 4 minutes. Voilà, juste pour cette œsogastroduodénite néonatale, qui est une entité particulière. Les signes d'appel, donc c'est chez le nouveau-né, les premiers jours de vie, c'est des hématémèses, méléna, rectorragie, avec refus d'alimentation, régurgitation, vomissement. Et quand on fait l'endoscopie, il y a un aspect bruyant, donc qui est frappant, des lésions érythémateuses, ulcératives sur presque tout le tube digestif, depuis l'œsophage, l'estomac, les duodénum. Paradoxalement, l'évolution, elle est favorable. Donc, voilà, donc c'est une entité un petit peu particulière. Et le traitement, donc, c'est les antisécrétoires. Le traitement, donc on avait un petit peu le diagnostic à travers certaines étiologies à travers ces observations. Le traitement symptomatique est toujours débuté sans attendre l'endoscopie, surtout dans les formes sévères. Actuellement, on dispose des antisécrétoires tels que l'oméprazole, donc qui est très efficace. Donc, on a un protocole au niveau des urgences, hématémèse, on commence l'oméprazole en injectable, donc 1 mg kg par 24 heures en intraveineuse lente pendant une heure. Si l'hypertension portale est très suspectée ou bien chez un malade qui est connu, donc on peut démarrer la sondostatine. Et bien sûr, donc, le traitement par la suite, c'est en fonction de l'étiologie. Voilà, donc ici, donc, chaque étiologie a un traitement particulier. L'œsophagite peptique, c'est la prise en charge de reflux par les EPP, le traitement de la gastrite à Helicobacter pylori, et dans le cadre d'HTP, donc la prévention secondaire des ruptures de varices œsophagiens par les ligatures et certains médicaments, bien qu'ils n'ont pas démontré leur preuve à 100%. Je parle des bêta-bloquants. Voilà, donc pour résumer, donc, hématémèse plus ou moins méléna. Il faut écarter certaines situations donc, qui peuvent prêter à confusion, l'hémoptysie, le sang dégluti, la prise donc un enfant qui est sous traitement martial, le fer par exemple. Donc, on se base sur les signes accompagnateurs. Donc, bien sûr, on fait l'examen endoscopique. Chez le nouveau-né, c'est le œsogastroduodénite néonatal, ou bien l'ulcère gastrique de stress. Chez le nourrisson, c'est les œsophagites. C'est les gastrites, les syndromes de Malheureux-Weiss en fonction des signes associés. Chez l'enfant, vous avez la lesthésie, donc en fonction des signes accompagnateurs et bien sûr de compléments de bilan. Donc en cas d'HTP, l'échodoppler, si on pense à un angiome, donc c'est l'angioscan, l'angio-IRM, et voilà. Donc cet algorithme, donc par Maherzi et Alain Lachaud, donc vous pouvez télécharger donc le site de la Société française de pédiatrie, Pas à pas en pédiatrie. Donc il se base sur ce raisonnement-là, sur des signes associés, sur les... J'ai une minute. Donc l'hématémèse, quand il est peu symptomatique et stable, donc il faut surveiller le malade. Et ce n'est pas une extrême urgence.
Donc, on peut ne pas déranger le gastro-entérologue, on peut le réévaluer, et puis l'endoscopie se fait le lendemain. Sinon, donc c'est urgent parce que le diagnostic étiologique il est très important et même une prise en charge parfois thérapeutique en cas de varices œsophagiens. C'est la ligature des varices œsophagiens, si c'est un saignement donc parfois on est obligé de faire des gestes d'hémostase, donc c'est le cas. Et vous avez ici la liste des étiologies en fonction de l'âge, donc j'ai détaillé au cours de la présentation et je vous remercie.